rapidement le Haut Comité, très rapidement, donc 37 ans, une association qui a pour objectif de s'intéresser aux questions de sécurité nationale, grands risques, grandes menaces. On a organisé plus de 120 colloques, 200 petits déjeuners au Sénat, à peu près une centaine de talks vidéo, enfin bon, beaucoup d'activités sur ces domaines de la crise globale et de la sécurité nationale. Je ne vais pas vous refaire ce que je vous ai dit tout à l'heure parce qu'on est un peu en retard. Et je vais aussi passer très vite sur les objectifs de la présentation, qui est de vous donner un petit regard sur les scénarios les plus graves, dont le Covid-19, et comment notre système de gestion de crise est prêt ou pas à faire face. Alors, je vous parlais de ces crises exceptionnelles, et ces crises exceptionnelles, donc c'est celles qui touchent effectivement de larges populations, moins de 250 000 personnes, ce qu'on appelle les méga-chocs, des coûts de dommages importants, au minimum de 5 à 10 milliards d'euros, de dollars, suivant les continents, des coûts économiques également supérieurs à 100 milliards, et des temps de rétablissement supérieurs à 1 an. Alors, classiquement, on pense à Katrina, on pense à Sandy, on pense à des très grands ouragans, Maria, Irma, mais aussi à d'autres dommages comme évidemment le terrible séisme de Sendai et Fukushima par derrière. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les méga-chocs. Alors la crise dans tout ça, vous connaissez les incidents, c'est à peu près ce que gère tout le monde tous les jours. Les situations d'urgence, c'est tout ça des situations d'urgence pour quelques-uns, pour d'autres c'est leur profession. On est les urgentistes qui ont ce nom-là, mais vous prenez aussi des pompiers, des forces spéciales, etc. Les situations d'urgence sont aussi leur quotidien, donc il y a des professions dans l'urgence. Et puis il y a les situations d'exception. Et ça, les situations d'exception, ce sont des situations dans lesquelles il y a une planification pour y faire face, mais dans lesquelles face à ces situations, cette planification n'est pas tout à fait convenable. Elle ne correspond pas exactement à la nature de la crise ou à la nature de l'événement qu'il convient de traiter. Donc, ces situations d'exception, on s'adapte globalement, on essaye d'être résilient, mais on a un plan pour ça. Et puis après, il y a les méga-chocs. Les méga-chocs, c'est quand le plan, globalement, même s'il existe, il vole en éclats, il n'est pas du tout dimensionné pour. Et là, on est dans la phase un peu plus d'inventivité, de créativité, et ça nécessite des équipes extrêmement rompues à ce type de situation. Sinon, tout le monde va se rattacher au plan et le plan ne correspond pas. Et c'est là où on voit très souvent des déviations, enfin on le voit toujours d'ailleurs, des déviations dans les méga-chocs par rapport à la conception et à la capacité, surtout avec la cinétique des crises, à faire face. Donc, et on voit que tous les pays ont plus ou moins des difficultés, mais il est certain que les structures de gestion de crise sont essentielles dès qu'on est dans le haut du spectre des situations d'exception ou des méga-chocs, et que tous les pays n'ont pas fait le même effort en la matière. Alors, on va poursuivre un petit peu pour vous dire que finalement, la crise, elle arrive en fonction du niveau de maturité de la gestion de crise. C'est-à-dire que si on a une gestion de crise qui est très entraînée, très bonne, avec des gens très compétents, il est évident que la vraie crise, c'est-à-dire le moment où les moyens, les compétences et la planification ne suffiront plus, cette notion de crise, au moment qui correspond à un dépassement, elle arrivera à un niveau variable, ce qui peut être éventuellement pour des gens très peu préparés dans une situation d'urgence, le plus souvent dans des situations d'exception ou en haut du spectre, et presque toujours dans un méga choc, plus ou moins d'ailleurs, parce que là, il y a aussi une créativité, une inventivité qui fait que la crise peut être aussi contenue plus ou moins dans les méga chocs. Mais ce qui fait la gravité des conséquences, c'est la pression, c'est les conséquences, la fréquence, les enjeux, tout ça, ce sont des ingrédients qui déterminent aussi le poids de la crise. Alors, je voudrais avancer un peu plus parce que souvent on parle de résilience, et avant de rentrer dans le détail, je voulais juste vous donner un petit avis sur les problématiques de résilience, puisque nous on travaille sur ces questions-là. Je reprenais l'autre jour un livre d'un colloque de 2010 où on a commencé aux États-Unis, à Washington, à parler de ces concepts-là en termes de résilience nationale. C'était juste avant le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, celui de 2013 qui en parle mieux. Et en fait, on voit bien que la résilience n'est pas un concept purement régalien. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ça se construit avant, pendant et après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider d'une résilience postérieure à un événement qui arriverait comme ça parce que les gens seraient résilients par nature. Non, la résilience, ça se construit
et ça se construit sur un grand nombre de valeurs. Et s'il n'y a pas un travail qui est fait avant, s'il n'y a pas un travail qui est entretenu pendant, on a peu de chances que le dispositif soit vraiment résilient après. Donc ça, il faut en avoir conscience. On pourra y revenir si vous le souhaitez un petit peu plus tard, mais ça, c'est important. Alors, je voulais revenir sur la culture française de gestion de crise, parce que nous sommes un pays qui a des points très positifs dans le domaine, et puis aussi un certain nombre de points négatifs. Les points positifs, c'est qu'on a un cadre juridique qui est puissant. La France a un dispositif dans lequel le droit est très important, comme vous le savez, le droit public également. C'est un droit tout à fait particulier, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ont la common law, mais qui n'ont pas cette séparation entre le droit civil et le droit public. Et on a un cadre juridique puissant, un cadre constitutionnel puissant, avec l'article 16, avec l'état d'urgence, etc., etc. On a des très grandes ressources publiques, civiles et militaires, même si le domaine militaire est plutôt à la portion congrue, puisqu'il est depuis un très grand nombre d'années tourné vers les opérations extérieures, même si il y a un intérêt croissant et quand même qui est pas très très vieux, mais qui date des grands attentats que nous avons connus sur le territoire national, ce qu'on appelle l'action du territoire national pour les différentes forces armées, mais quand même la capacité militaire est aujourd'hui réduite. Elle est pas très très importante. Nous avons un système sécuritaire et de santé qui est très professionnel. Gendarmerie nationale, police, sapeurs-pompiers, hospitaliers, en pré-hospitalier, hospitalier et poste. Donc on voit qu'on a un système qui est très développé. Ça ne veut pas dire qu'il est optimisé, mais il est quand même très développé. Et très professionnel. On l'a pu le voir d'ailleurs à travers cette crise. Nous avons une présence territoriale d'État qui est assez forte, même si elle est en diminution, notamment au niveau des préfectures ou des sous-préfectures. On a quand même une présence d'État qui est forte. On a d'extrêmes nombreuses collectivités locales, hein, surtout qu'avec la réforme, on a plutôt tendance à en mettre plus qu'en mettre moins. On devait en remettre moins, mais visiblement, avec tout ce qui se crée, les métropoles, les EPCI, etc., on va vers, si vous voulez, une complexité du millefeuille qui d'ailleurs n'est pas un facteur de résilience en soi-même, c'est plutôt peut-être parfois des problèmes. Également un système de commandement unique qui a une valeur intrinsèque, hein, c'est que voilà, il y a une unité de commandement avec ses avantages et ses inconvénients, hein, de l'unité de commandement. On a des très grands opérateurs d'infrastructures, des groupes très solides pour la plupart, avec des implantations internationales. On a un système européen de protection civile, de mécanismes de protection civile, bon, qui n'est pas très ancré vers le sanitaire, ça c'est clair, mais voilà, où la France, j'y crois, est très présente parce qu'elle a quand même très largement abandonné ce dispositif, même si elle le revendique souvent. Il y a très très peu de Français à Bruxelles sur ces questions-là. On a un réseau de bénévoles extrêmement large et généreux. Nous avons plus de 80 000 bénévoles dans les associations agréées de sécurité civile. Et je ne vous parle pas des bénévoles pour les Restos du Cœur, pour tout un ensemble de tâches caricatives. Mais rien que dans 80 000, c'est les associations de protection civile, la Croix-Rouge, etc. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a 80 000, je dirais, secouristes prêts à être utilisés. On en est à peu près plutôt aux alentours de la moitié, et même un peu moins que la moitié. Et puis, on a une solidarité sociétale qui est forte. Pas partout, mais qui est quand même assez forte, et on l'a vu également ces derniers temps. Donc, on a un système qui a des points forts. Mais on a un système qui a des points faibles. Et ces points faibles, c'est d'une part une culture régalienne qui n'est pas sociétale, c'est-à-dire que l'État veut tout diriger, veut faire lui-même. On voit bien dans nos affaires entre Covid, là, entre ce qui était déjà passé avec le H1N1, avec la mise à côté de la médecine de ville. Bon, aujourd'hui, on ne refait pas cette erreur-là, mais on voit bien la difficulté du travail entre les cliniques privées et les hôpitaux publics. C'est pas culturellement, ça matche pas. On a une culture de prévention, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup la prévention, on aime faire des digues, on aime réglementer, on aime ça, mais pas du tout de préparation. Quand il s'agit de mettre de l'argent dans les exercices, de mettre de l'argent dans les salles de crise, de mettre de l'argent dans la formation des cellules de crise, là, il y a rien. Et on est un des pays probablement les plus mauvais là-dessus parce que on est trop régalien. Et on attend que tout arrive par la voie hiérarchique, donc il n'y a pas beaucoup d'autonomie, il n'y a pas beaucoup de compétences, et on est une culture qui est basée sur la réaction, très peu sur l'anticipation de crise. On le voit bien d'ailleurs, et on l'a vu. Et ça, j'ai écrit ça il y a plus de 6 mois. Donc voilà. Et un système pyramidal très hiérarchisé, mais avec des moyens finalement très limités de gestion de crise. Quand vous regardez les salles opérationnelles françaises,
elles sont relativement pauvres. Moi, j'avais fait une étude sur une région comme PACA et une région aux États-Unis comme la Louisiane, à peu près le même nombre d'habitants, des risques majeurs, alors pas les mêmes, mais quand même des grands risques majeurs. Vous avez en gros 5 fois moins de budget et 5 fois moins de sièges dans les salles de crise en France qu'en Louisiane. Et je ne parle pas de l'État fédéral, je parle uniquement de l'État de Louisiane. Donc, et c'est partout aux États-Unis, c'est pareil. Et c'est exactement aussi un peu la même chose en Angleterre, où il y a plus. L'Allemagne, je connais moins, mais vous allez aux Pays-Bas, où c'est très développé également. En Suisse, où c'est très développé. Voilà, on n'est pas très très fort sur la culture et sur les moyens de gestion de crise. On a également une culture de l'homme providentiel, plus que des équipes. Donc on est peu dans la culture commune, dans le HRO, il y a peu de formation et peu de professionnalisation, je le disais, sur la gestion de crise. Nous avons des process qui sont minimums, on n'écrit pas. La doctrine française de gestion de crise, c'est une circulaire de 2012 qui tient en 2 pages et que personne ne respecte de toute façon dès que la crise arrive parce que le politique prend la main et décide ce qu'il a envie de décider. Et on en parlera tout à l'heure pour la crise Covid. Et donc si on n'écrit pas, on a du mal. Et les gens qui sont débarqués dans ces trucs-là, ils ont toujours du mal un peu à trouver leur marque parce qu'il n'y a pas de vraie professionnalisation du domaine. Les exercices, on les fait pas vraiment, notamment quand c'est des exercices étatiques. Moi, j'ai été pendant 7 ans à travailler sur les exercices gouvernementaux. C'est des exercices qui sont faits à la dimension des ministères. C'est-à-dire qu'on se met jamais en péril pour un exercice. Et on a une évaluation qui est parfois faible et toujours en circuit fermé. Donc il n'y a pas d'audit vraiment extérieur et il n'y a pas de publicité sur tous ces exercices. Tout ça, ça reste en circuit très fermé. Il y a peu ou pas de mémoire puisque les services qui travaillent sur ces questions-là connaissent un turnover très rapide, globalement 2 à 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de capitalisation. C'est-à-dire qu'on ne capitalise pas sur les crises connues. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de gestion documentaire, il y a très peu de choses. Et puis, c'est des collectivités, des entreprises sont presque pas incluses dans le système public. Quelques OIV vraiment majeurs, SNCF, RTE, voilà, vraiment les très gros du panier un peu. Le reste, non. Voilà. Et on a une population qui est quand même avec une méfiance grandissante de la parole publique, qui pose problème, même en temps de crise, et avec quelques personnes qui ne jouent pas toujours le jeu. Donc on voit bien des points forts, mais aussi une culture qui pose problème dans la gestion de ces grandes crises. Alors, si on prend la crise Covid-19 et les premiers constats que l'on peut faire, bon, on a un agent très infectieux qui réserve des surprises, mais qui a été largement sous-estimé par la plupart des scientifiques et des politiques au début. Et ça, c'est typique, on reverra tout à l'heure sur notre slide, de la volonté de l'État toujours, non pas de minorer par définition, mais de rassurer. Nous sommes dans un concept d'État protecteur qui doit rassurer. Donc on rassure à tout prix. Même si on ne sait pas, on va prendre les options minimales. Ça a toujours été comme ça et c'est toujours comme ça. C'est historique, donc c'est pas spécifique au Covid, c'est historique. Alors la préparation insuffisante, oui, l'organisation d'une gestion de crise d'ampleur, comme je vous le disais, on n'a pas les infrastructures. Dans des moyens stratégiques de préparation, on n'a pas fait, on a désarmé le ministère de la Santé sur les crises sanitaires, pour faire court, depuis 10 ans. Donc lent également dans la compréhension des événements parce que les early warnings ne sont pas scientifiques, ne sont pas remontés au bon niveau au bon moment. Donc on voit bien qu'il y a des canaux qui n'ont pas fonctionné. La conception stratégique, elle est intelligente. L'effet majeur à obtenir, ne pas saturer les hôpitaux, tout ça a été bien expliqué. Moi, je trouve que la communication gouvernementale, quand c'est le président, le Premier ministre ou le ministre de la Santé qui s'exprime, c'est assez bon. Mais derrière, il y a une communication politique ou technique qui est calamiteuse. Je veux dire, la porte-parole de l'Élysée sur les masques, ça a été calamiteux. Il y a eu d'autres événements comme ça, donc au niveau en dessous, ça a été assez calamiteux. Il y a un problème certain de gestion logistique et de déploiement que l'État ne sait pas faire, il ne sait pas faire de logistique. Donc là, il a eu des très très gros problèmes sur ces questions-là, il continue à en avoir d'ailleurs. Et puis, c'est une continuité d'activité et de service qui n'a jamais été ménagée sur une crise longue.
dans l'administration, dans les pouvoirs publics, la crise longue, c'est 5 jours, 7 jours. C'est pas 6 mois, 1 an. Et là, ça change tout. Et c'est la même chose un peu dans les entreprises. La continuité d'activité, c'est ah ben il y a un bâtiment qui brûle, il y a etc etc. Donc c'est du ponctuel, mais c'est pas quand c'est systémique et quand les business models changent et quand tout l'environnement change. Là, ça n'a pas vraiment été réfléchi ni anticipé. Donc, quelle durée, comment s'organiser, tout ça n'est pas du tout vu. Et c'est là où on voit la conduite, ce qu'on appelle de la conduite par rapport à la planification. Là, il n'y a plus aucune planification, on est en pure conduite. Et ça s'applique pas seulement à l'État, ça s'applique à l'ensemble des parties prenantes et elles sont très nombreuses puisque c'est globalement tout le pays. Voilà. Alors, on va poursuivre. Next. Voilà. Pour vous dire les points que je pense qu'il convient de fixer dans le dispositif français. D'abord, le mental, ça peut arriver. Ce sont des sujets dont je parle avec la haute administration depuis 20 ans, et je peux vous dire que non. Les plans, c'est oui, mais ça n'arrivera jamais, ou pas avec moi, ou ça passera. Voilà. Enfin, je veux dire, le mental n'est pas là. Le mental de la crise majeure telle que celle que nous connaissons aujourd'hui, extrêmement peu de gens dans l'administration l'ont, et certainement pas ni les politiques ni les cabinets. Et même les préfets, c'est pas généralement partagé. Donc, à un moment, mais vous racontez des trucs là, mais ça peut pas arriver, quoi. Hein, ça n'arrivera pas ou ça peut pas arriver. Je me souviens, je prends Irma. Irma, le président de la République, je pense, a fait un très très bon travail quand il est allé là-bas. Mais quand il est descendu de l'avion, il a dit ah bah écoutez Irma, on pouvait pas prévoir un catégorie 5. Désolé, un catégorie 5 dans le Pacifique, aux Caraïbes, c'est arrivé plusieurs fois en une décennie. Donc, effectivement, il n'est pas passé ni sur la Martinique, ni sur la Guadeloupe, ni sur Saint-Martin, mais ça peut très bien arriver. Et c'est là où on voit dans des discours comme ça, et j'ai énormément d'exemples, où on voit bien que le mental, ça peut pas arriver. On prend pas en compte le hors cadre, c'est pas possible. Donc ça, c'est un problème de fond déjà, c'est qu'il faut accepter que ça arrive. Le deuxième, c'est la doctrine. On n'a pas de doctrine pour des niveaux de. On n'a pas de doctrine, c'est-à-dire qu'on n'a même pas. Je parle même pas des moyens, je parle même pas des plans. Je parle de doctrine. On n'en a pas. Et d'autre part, on ne peut pas penser aujourd'hui faire croire à une population des choses qui sont inexactes. C'est impossible. Or là, je veux dire qu'ils ont été un petit peu forts là-dessus. Ensuite, comme je vous le disais, c'est la culture de l'homme prévidentiel. On fait tout remonter, on attend tout de l'État, du préfet, du directeur de la santé, etc., etc. Il y a extrêmement la déconcentration des décisions est pas très importante en France, et c'est un des bottlenecks de toutes les gestions de crise et de tous les rétex. Ils ont beaucoup de mal à faire du collaboratif, ils font du hiérarchique, et le hiérarchique dans les crises majeures, quel que soit l'homme, d'abord il n'est pas là tout le temps, etc. Moi, ce qui me frappe, dimanche, nous avons eu hier un point par le Premier ministre et par le ministre de la Santé, très bien. Et il y avait également le directeur général de la Santé. Mais vous avez des dimanches où il n'y a pas le directeur général de la Santé, parce que cet homme doit se protéger et se reposer, ce qui est tout à fait normal, mais on n'a pas trouvé un deuxième pour prendre le relais. On n'a pas mis devant la scène. Il serait logique qu'il ait au moins une doublure qui intervienne de temps en temps. Ben non. Bah, ça, c'est typique de la culture administrative française. Extrêmement difficile. Ensuite, le collaboratif privé-public, il y a toujours une grande méfiance. Les stratégies d'alliance sont extrêmement difficiles à monter. Très, très grande méfiance avec le privé. Et même quand on en parle politiquement, c'est très, très compliqué à l'afficher, à le faire. Voilà. Après, bon, il y a beaucoup de corporatisme en France et c'est pas les forces de sécurité intérieure qui démontrent qu'il n'y en a pas, donc tout le monde se tire la bourre pour faire court. La planification, bah, elle est toujours trop faible, elle est pas partagée, elle est parfois confidentielle défense, donc ce qui est un frein à sa diffusion. La technologie est très peu employée dans le dispositif français parce qu'on veut trop sécuriser, on veut trop contrôler, donc du coup on a toujours 4-5 ans de retard sur la technologie mise en œuvre. Les exercices et entraînements, bah, ils sont, comme je vous le disais, relativement limités, et les budgets, il n'y en a pas. C'est-à-dire que sur la gestion de crise, vous n'avez aucun budget identifié. En France, dans toutes les administrations, les exercices doivent se faire sur une ligne un peu, voilà, tout doit être compris dans les frais de fonctionnement, on n'identifie rien. Donc évidemment, c'est pas une culture qui permet beaucoup d'avancer. Il y a énormément de progrès à faire dans ce domaine.
Donc, je ne vais pas revenir sur ce que je vous disais. Voilà, pour le Covid, pour moi, c'est vraiment une menace très incapacitante, mais qui a un taux de letalité quand même qui est heureusement faible, même si c'est violent pour une grande partie de la population, parce que c'est pas rien d'être à 20 000 morts. Mais je veux dire, pour ce type d'agent, une attaque biologique pourrait être encore plus violente. Donc voilà. Mais le problème, c'est que notre plan, vous voyez, le plan pandémie de 2006, il est très papier. Hein. Il n'y a pas beaucoup, rien n'était vraiment organisé, ni sur les plans blancs pour augmenter les lits de réanimation, enfin, les problématiques n'ont pas été vues avant. Tout a été fait en conduite. Hein. Donc voilà. Donc c'est un vrai sujet. Alors, on va passer, parce que ça, c'est un peu vieux maintenant, alors, bon, je vous ai fait, mais c'est plus pour vous laisser les slides. Ça, c'est le COREB, c'est ce qu'il nous dit. Et on s'aperçoit quand même que depuis assez longtemps, on savait, dès le mois de février, début février, hein, en fait, on savait très bien les caractéristiques du virus. Après le Diamond Princess, on savait que le virus était aérosolisé, on savait qu'il était persistant, on savait qu'il était dur à vaincre, puisque 56 degrés pour le détruire, etc. Donc, on savait beaucoup de choses, mais ça n'a pas été pris en compte. Il a fallu attendre au moins quasiment 3 semaines, un mois, pour que publiquement ces faits soient reconnus par le dispositif français, alors qu'il y avait des études américaines, chinoises et allemandes. Donc un très gros retard à l'allumage. Voilà. Ensuite, bon, la virologie, ça, je vous disais, il est très résistant, puisque viable dans les aérosols pendant moins de 3 heures, mais ça, cet élément du COREB, il a été revu le 2 avril. Vous prenez la version du COREB de début mars, alors que les études existaient, elles n'étaient pas prises en compte. Donc, on peut estimer à 3 semaines la compréhension de l'agent de manière officielle, pris en compte officiellement. Donc même si dans les cercles, ils savaient bien déjà parce qu'ils lisaient les études étrangères. Donc, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de retard, à l'allumage là-dessus. Bon, le taux de reproduction, il est donné le R0 alors hors confinement de 2 à 3,28. L'Amérique considère qu'il est encore plus élevé que ça, de 4 à 5, le centre d'attentat aujourd'hui. Donc là aussi, on a minoré au départ le R0. Voilà. Bon, je parle sur des trucs, et puis on a aussi compris assez rapidement que la période d'aggravation clinique, c'était pas forcément le virus lui-même, mais c'était les effets qu'il engendrait sur le système immunitaire, et donc voilà. Et là, on voit. Alors, l'affaire des masques. L'affaire des masques est intéressante parce que on nous a dit ah bah vous n'avez pas besoin de masque et on a besoin d'un mètre de distance de sécurité. Non, en fait, si vous regardez les choses très très clairement, quelqu'un qui ne porte pas de masque et qui éternue, vous avez un danger jusqu'à 5 mètres. Un jogger, une étude chinoise a montré que les joggers qui étaient porteurs du virus, ils pouvaient balancer des particules jusqu'à 12-15 mètres derrière eux. Donc on voit bien que le virus, il est très 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 présent et aérosolisé. Donc, on voit bien que seuls les masques FFP2 et FFP3 protègent et que les autres réduisent simplement statistiquement le risque d'être contaminé d'environ 30%. Alors, c'est assez voisin entre les masques chirurgicaux qui sont un peu meilleurs, mais pas beaucoup par rapport aux masques nouveaux dits barrières en tissu. Mais globalement, tout ça, c'est de la statistique. Si on veut être protégé individuellement, il y a malheureusement que les masques FFP2, FFP3 qui existent. Et comme vous le savez, la France n'en a plus commandé depuis 2012. Et comme la France n'a plus commandé pour 2012, la plus grosse usine à Plaintel de masques FFP2 en France, qui appartenait au groupe Honeywell, a fermé. Et les 3 chaînes, heureusement, françaises de chez Paul Boyer, plus 2 autres chaînes dans l'usine dans la Loire, là, pas dans la Loire, près de Nantes, entre Nantes et
sur la Loire, pardon, avait également 2 chaînes. Donc, on a une production de masse qui redémarre aujourd'hui avec plus de chaînes, mais qui était au plus bas en FFP2 parce qu'il n'y avait aucune commande de personne, ou quasiment de personne, puisque c'est les Chinois qui étaient sur le marché à moins cher que les Français. Donc la production française n'était pas là. Aujourd'hui, elle redémarre à 5, 6, 7 millions dans les jours à venir, mais voilà. Donc globalement, on voit bien que par rapport à la grippe, vous voyez, tout de suite, on voit que les éléments étaient de nature très différente, puisque dans une grippe, vous n'avez pas le niveau de mortalité que vous avez là, qui est quand même l'impact majeur principal, mais vous n'avez pas un virus qui est aussi durci, aussi difficile à maintenir. Voilà. Donc vous retrouverez les éléments. Donc je ne veux pas aller plus loin, mais on a une vraie contamination aérosolisée, ce qu'on aurait pu savoir avant, une grande persistance et une grande contagiosité. Donc il est normal, si vous voulez, que les mesures qui ont été prises aient été prises parce que effectivement, sinon c'est pas 20 000 morts, mais c'était 100 000 morts vers lequel on allait. Alors, ce que je voudrais dire, là c'est une vision du 14-15 avril, mais on voit bien ici, quand on prend la slide au 14 avril, c'est-à-dire juste avant le week-end, parce que ça c'est les graphiques du Financial Times juste avant le week-end, on imagine bien que même si on est vers la descente, ça va prendre des semaines, pour pas dire des mois. Or, le vrai problème du déconfinement, ça va être celui de pouvoir redémarrer les entreprises. Hein, on voit là, je dirais, l'Italie, l'Espagne, l'Amérique et la France, et puis on voit quelques pays comme la Corée du Sud, comme l'Australie, la Norvège, l'Autriche, qui ont même l'Allemagne qui ont géré un peu différemment et probablement un petit peu mieux. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui sont des facteurs d'urbanisme, qui sont des facteurs sociétaux, qui sont extrêmement difficiles de contrôler et qui ont des impacts importants. L'urbanisme dans ces pays-là n'est pas le même qu'en France, qu'en Italie ou qu'au Royaume-Uni, donc c'est difficile de faire des comparaisons. Mais il est certain que de toute façon, on se retrouve nous en haut de la courbe pour un retard à l'allumage, une absence de protection individuelle de la population et une absence de tests précoces qui auraient permis de mieux isoler si on les avait eu en plus grande quantité, les malades, donc qui est la politique actuelle. Voilà. Donc néanmoins, on commence à voir le confinement porte ses fruits, c'est-à-dire qu'il a pour objectif de passer un R0 inférieur à 1, ce qui semble être le cas en ce moment, et donc de descendre là-dessus. Donc toute l'Europe est aujourd'hui touchée, et donc je voulais faire un peu le SWOT de cette gestion de crise, vraiment Covid. Moi, je trouve personnellement qu'il y a un pilote dans l'avion, l'État est présent, il y a un très bon tissu scientifique et médical, nous sommes un pays riche, il y a une certaine cohésion on a une très bonne capacité d'adaptation, mieux que certains pays, donc on est très fort dans le système D. D'ailleurs, on force l'aspiration lorsqu'on doit transporter des malades, en préhospitalier, on est très bon, etc. Donc, il y a beaucoup de force. Les faiblesses, c'est la communication qui a été, à mon avis, assez catastrophique. Le fait qu'effectivement, on court après les stocks et c'est pas fini. Qu'on a un système de santé qui était fragile, donc qui tient principalement plus sur les hommes que sur les infrastructures, et qu'on a une dette, comme vous le savez, qui était quand même à la limite déjà du supportable, et que reprendre 25%, ça va pas être extraordinaire non plus. Les risques, c'est d'avoir un délitement social s'il y a des vrais problèmes d'approvisionnement alimentaire ou d'effondrement du système de santé ou d'absence d'exemplarité. Donc ça, c'est des risques importants. Et puis des opportunités, c'est d'essayer de faire un nouveau deal économique, écologique, sociétal qui renforce le pays et qui permette de sortir par le haut de la crise. Donc je pense qu'on a des possibilités de le faire, mais ça ne sera pas toujours si facile. Donc les enjeux à venir, c'est de tenir le confinement jusqu'à la fin. On voit bien si vous sortez le week-end à Paris que c'est pas simple. Le problème de la désinfection, je suis très étonné qu'il n'y ait pas de politique sur le sujet. La politique de la haute autorité de santé publique, elle dit en gros que oui, mais si on met du chlore dans les rues, on va les retrouver dans les égouts, on va polluer, et est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Moi, ça m'étonne. Il y a des villes qui le font, il y en a d'autres qui le font. Je pense que c'est quelque chose qui doit être fait à titre personnel, parce que si on ne désinfecte pas, on laisse une porte ouverte au virus vu sa persistance. Le traitement, le vaccin, ça va prendre un certain temps.
Donc le déconfinement, on a bien compris à partir d'hier, mais on savait déjà que ça serait lent. Et puis la sortie de crise, c'est l'économie, les liquidités, l'inflation, la mondialisation, c'est des choses que vous connaissez mieux que moi. Et la grande question de la confiance en sortie de crise. Et là, on n'a pas fini. Je pense que c'est vraiment pas avant l'été, voire à la rentrée, que l'on verra si le plan est positif sur ce sujet. Alors, juste un petit mot sur le rappel de ce qu'est une gestion de crise de sécurité nationale. Bon, la sécurité nationale, vous avez ici les composantes, rapidement, sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, sécurité économique, cyber, avec un objectif, c'est la résilience nationale, c'est notre livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013. Nous avons donc la sécurité intérieure qui compte la sécurité publique, sécurité privée, et la sécurité sanitaire et environnementale, et la sécurité économique. Donc ça, ce sont les composants de la sécurité nationale, et on voit bien que à tout niveau, le Covid rentre bien dans une crise de sécurité nationale. C'est pas une crise sanitaire, c'est bien une crise de sécurité nationale. Donc ça, c'est déjà important au plan sémantique. En France, l'organisation de gestion de crise, vous la connaissez certainement, mais je la rappelle ici, parce qu'on va l'étudier par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et on voit que c'est très bizarre, parce que effectivement, ce schéma qui donne au Premier ministre la responsabilité de la gestion de crise, c'est bien ce qui se passe. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais en général, soit le Premier ministre gère la crise en direct, soit il le met à un ministre, conducteur de crise, la responsabilité de gérer la crise. Et là, normalement, il n'y en a qu'un. Unité du commandement. Aujourd'hui, on en a deux. C'est-à-dire que y a à la fois le ministère de la Santé et à la fois le ministère de l'Intérieur qui sont tous les deux conducteurs de crise. Ce qui fait que vous avez une cellule interministérielle de crise qui est à Beauvau, d'ailleurs qui se ne réunit pas dans le centre interministériel de crise en sous-sol parce qu'ils se sont infectés. Il y a un certain nombre de problèmes. La semaine dernière, il y a dont un préfet qui est le directeur général de la sécurité civile qui était donc infecté Covid et un grand nombre de collaborateurs, donc ils ont des petits soucis, donc du coup ils ont désinfecté, mais ils sont aussi montés dans la salle des fêtes pour installer avec plus de distance la cellule interministérielle de crise. Mais vous avez aussi en même temps au ministère de la Santé le Corus et une cellule qui est interservice, interministérielle d'assistance au Corus. Donc c'est un schéma qu'on n'a jamais vu et qui n'est dans aucun texte. Donc c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et donc la conduite de l'action gouvernementale, elle est bicéphale aujourd'hui. Côté intérieur, avec la transmission aux différents échelons territoriaux, zones, départements, et puis le schéma traditionnel avec directement le ministère de la Santé, les ARS, etc. Donc je ne sais pas trop comment tout ça fonctionne parce que aujourd'hui on n'a pas de rétexte vraiment. On sait que c'est pas simple tous les jours parce que d'avoir deux cellules de crise interministérielles dans deux bâtiments avec des compétences différentes mais qui sont pas totalement clarifiées, ça ne peut pas forcément très bien se passer. Sans compter qu'il y a les autres ministères à côté comme l'écologie, les finances, etc., qui continuent, l'agriculture, etc., qui continuent à avoir leur centre opérationnel activé. Donc tout ça n'est pas simple du tout. Donc on est face à un dispositif de gestion de crise qui est inédit. Inédit au plan national, totalement inédit. Ça sera intéressant de voir ce qui s'y passe. Donc c'est ce que je vous disais. Voilà, on a la CIC d'un salle, le Corus, le SGDSN qui essaye de se mettre au milieu entre les ministres, essayer de faire une voilà, mais on ne voit pas. Et puis il y a la mission Castex sans I, pardon, pour Monsieur Castex, qui a pour objectif de travailler un peu le futur, mais on ne sait pas trop à quelle échéance tout ça se passe. Il n'y a pas eu beaucoup de déclarations publiques sur ces sujets-là. On sait qu'il y a au niveau de la CIC et au niveau du Corus deux anciens officiers généraux, un de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, un de la gendarmerie nationale, pour sapeurs-pompiers au Corus, et le général Lézuré qui est à la CIC. Voilà. Donc en tant qu'observateur et conseiller technique. Voilà. Alors, sur quoi s'est basé le plan? Le plan, il s'est basé sur le plan pandémie grippale. La France a une grande partie de planification à tout niveau. Et donc, c'est le plan pandémie grippale qui a été utilisé. D'ailleurs, il était prévu pour ça, avec toutes ces phases. Et là, je voudrais vous dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait pas été prévu que le plan de niveau 3, parce qu'à mon avis, on est à peu près ici aujourd'hui, si vous voyez
ma souris, on est dans la descente du 3. Et en fait, on va pas du tout aller vers le 4 comme ça. Je pense qu'on va plutôt faire une boucle avec le 2 qui va redescendre parce qu'en fait, le fait de tester les gens et les isoler, on va repartir sur un frein de la propagation du virus sur le territoire. Il va falloir donc totalement réadapter le plan parce que on va pas aller vers une situation antérieure. Pas du tout maintenant, en tout cas. Donc maintenant, ça va être de circuler, de faire baisser ça à un niveau où on pourra passer en phase 4. Et tant qu'on n'est pas descendu en phase 4 naturellement, il faudra repasser par la phase 2, c'est-à-dire la phase des tests, la phase des isolations et la phase de maintien des capacités médicales face aux malades. Voilà. Donc je vous passe tout ça. Ce qui est intéressant, voilà, revenir à se préparer à une vague suivante. En fait, on s'aperçoit que même ça, on n'y sera pas avant le mois de septembre ou le mois d'octobre, et que à partir de là, il faudra aussi se préparer à une vague suivante. Donc ça va être, par contre, la vague suivante a été prévue dans le plan effectivement, mais voilà. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin. C'est pour vous dire que ces plans, le plan pandémie, en fait, il s'appuie aussi sur beaucoup d'autres plans. Que ce soit les plans de la sécurité civile, notamment les plans Orsec, nombreuses victimes, les plans particuliers pour les risques biologiques pour les sapeurs-pompiers. Ça s'applique évidemment à tous les plans santé publique, Corsan, plan blanc élargi, plan bleu pour les EHPAD. Pour les collectivités territoriales, elles devraient déclencher leur plan communal de sauvegarde. On n'en entend pas parler. Elles organisent ça, mais sans leur plan communal de sauvegarde, ce qui est particulièrement étonnant parce qu'elles devraient le développer, on ne le voit pas. Et dans les entreprises, par contre, là, on voit bien que les plans de crise et les PCA, pour beaucoup, ont été déclenchés. Donc là, on voit bien, moi j'ai du mal à avoir l'implication. Alors, il y a des collectivités qui sont très avancées sur ces questions-là, comme Nice, comme d'autres, qui sont très avancées et qui connaissent les grands risques et qui travaillent très bien. Puis il y en a les trois quarts qui ont beaucoup de mal à suivre devant cette situation. Voilà, je vous avais remis la définition de la résilience, quelques mots. Un mot sur la résilience en disant que la résilience, comme il faut les acteurs économiques, l'État, la collectivité, la population, donc c'est sociétal, ça ne se décrète pas, et c'est très complexe parce que effectivement nous avons des interdépendances de tout niveau, macro et micro, et que c'est très compliqué de faire de la résilience si on n'y a pas beaucoup réfléchi avant. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc voilà, c'est une approche tout risque globale dans la prévention, dans la réponse, et on a encore un énorme travail. Et je pense que cette crise, et ce sera ma conclusion, pour les crises futures, qui seront, on le voit, c'est déjà une crise la plus forte qu'on ait eue, large, combinée, violente, complexe, sociétale et chère. J'écrivais il y a 3 mois, la réalité dépasse toujours ou presque la fiction. Malheureusement, oui. Donc, je pense que dans le futur, il faudra changer de braquet pour avoir un meilleur niveau de préparation à ces niveaux de crise. Et je crois que j'étais un peu long, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je peux y répondre. Voilà. J'ai mis aussi les 10 scénarios noirs, mais voilà. La France aura les moyens de faire face à une deuxième vague que si elle poursuit un effort continu et permanent d'acquisition des moyens de protection, d'acquisition des tests. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite penser aux commandes de dans 6 mois. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'anticipation stratégique, la deuxième vague risque d'être encore plus dure que la première. Et là, ils sont déjà dans la difficulté de la gestion de la première vague. Or, il faudrait déjà avoir plusieurs équipes qui se projettent des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Donc, c'est le vrai sujet, et c'est la même chose dans les entreprises. Je vais vous le dire très honnêtement. Je pense que c'est la même chose dans les entreprises. Les business models vont changer, il va falloir s'adapter, mais il va falloir aussi penser à la logistique des entreprises, mais pas seulement à partir du 11 mai, mais qu'est-ce qui se passe en mois d'octobre et novembre, et quels seront les marchés? Qu'est-ce qui sera disponible en octobre et en novembre pour assurer que les gens viendront quand même travailler, etc., etc. Donc, il faut penser à ces stratégies-là quasiment dès maintenant. Donc, on aura les moyens de faire cette deuxième vague que si on s'y prend très en amont, parce que d'autres s'y prendront également en amont. Pour répondre à Olivier sur est-ce que l'ESA va corriger ses erreurs, je suis sceptique parce que c'est de la culture. Il faut changer la culture. Faut changer la culture du tout État et
quand vous voyez que la CIC se contamine, ben c'est parce qu'ils n'ont pas fait les gestes barrières, qu'ils n'avaient pas les masques, qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux. C'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour moi. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc c'est anormal qu'une CIC se contamine. C'est anormal. Ça veut dire qu'il y a des protocoles qui vont pas. Donc si vous voulez, moi j'espère qu'ils vont changer, mais c'est une telle révolution pour le jacobinisme et les narcs jacobins moyens que ça sera très difficile. Heureusement, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a quand même une grande proportion qui le demeure, et donc je pense que ça sera toujours très très difficile. Il faut absolument qu'il y ait une révolution culturelle, vraiment. Je pense que il faut s'ouvrir au monde privé, il faut avoir une planification beaucoup plus ouverte, il faut mettre plus d'argent sur ces questions-là, parce qu'il y a jamais eu un rond là-dessus depuis 20 ans. Et nous, on nous a retiré toutes nos subventions il y a 4 ans parce que il fallait faire des économies partout. On voit ce que ça donne, hein. Voilà. Donc voilà. Alors, l'impact pour l'OMS. Alors ça, c'est une question un peu plus difficile de politique internationale. Il est certain que la Chine a bien poussé ses pions à l'OMS. Il n'y a pas un grand directeur de l'OMS aujourd'hui, hein, on peut pas dire. Je pense que c'est un fruit d'une technocratie, mais c'est pas un grand directeur de l'OMS. Mais l'OMS n'a pas de grand directeur depuis longtemps. Donc c'est pas l'OMS des années 70, quoi. Donc il y a aussi une grosse réforme à faire là, et voilà. J'en sais strictement rien. Alors je vais être très franc avec vous. Ce virus, c'est comme tous les virus. Il peut rester là parce qu'il est très persistant, et le garder tout le temps tant qu'on n'arrivera pas à l'éradiquer. Mais parfois, dans l'histoire, ça s'est passé, les virus disparaissent. Les virus disparaissent, on ne sait pas pourquoi, ils réapparaissent, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il faut être extrêmement humble dans ce domaine-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être préparé. Voilà, c'est ça que je pense. Elle n'est pas inévitable. Ce qui est possible, par contre, c'est que la première vague ne se termine pas très vite. Parce que si on déconfine mal, ou si les gens ne sont pas sérieux, et que les masques ne sont pas là, et que les tests ne sont pas là, etc., on va avoir beaucoup de vaguelettes. Ce qui ne veut pas dire une deuxième vague, qui veut simplement dire qu'on n'arrive pas à se sortir de celle-là. Et ça peut arriver. Donc tout dépend de la levée du confinement, de sa progressivité, du R0 qu'on va pouvoir, parce que c'est la clé, le R0, de voir comment ça va se passer, et donc d'avoir la capacité de tester pour isoler les malades. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, si vous voulez faire un test, je vais vous dire, c'est au moins une semaine ou 10 jours. J'avais une information ce matin très, très fiable d'un laboratoire. C'est au moins 10 jours. Et ils vous disent, on prend les rendez-vous à 8-10 jours, mais rappelez parce qu'on n'est pas sûr d'avoir des réactifs. Donc on voit bien qu'il y a un problème vraiment, vraiment pointu là-dessus. Donc voilà. On déresponsabilise les populations parce qu'on est dans un État qui est un État protecteur. Et ça, depuis le Moyen-Âge, dormez bien, Jean le Guéveil. Donc, pourquoi vous irez vous faire, nous, on est là pour vous payer des impôts, donc on vous protège. Et donc, la seule chose, c'est que c'est pas le sujet. Et donc, je pense qu'il y a un problème culturel, politique, de dire aux gens, responsabilisez-vous. Le système anglo-saxon est responsabilisateur parce que personne ne viendra vous aider. C'est pas vrai, il y a des systèmes aussi, mais il est plus responsabilisateur. La France est déresponsabilisateur dans son système social très généreux, qui n'est pas critiquable en soi. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut que les gens soient responsabilisés. S'ils avaient l'habitude d'avoir 72 heures de réserve chez eux dans toutes les circonstances, ils n'iraient pas forcément piller tous les papiers toilettes de la Terre dès qu'il se passe quelque chose. Enfin, il y a des comportements hallucinants. Et ces comportements hallucinants, ils le sont par manque d'éducation et par manque de croyances collectives que l'État va savoir faire. Et pourquoi? Parce qu'ils sont justement déresponsabilisés. Donc c'est très paradoxal, mais il faut bien comprendre que les gens n'ont confiance que quand ils ont appréhendé à la fois l'effort, la structure, qu'ils ont confiance. Les Pays-Bas sont un pays, la Suisse sont des pays à fort exemplarité dans ce domaine. Parce que l'État fait ce qu'il faut pour que les citoyens pensent qu'ils sont prêts.
Voilà. Nous, on est toujours prêts, mais en fait, quand vous regardez en détail, il manque toujours quelque chose. Donc voilà. Non, mais le manque d'anticipation vis-à-vis des crises, alors bien sûr, mais c'est budgétaire. Mais le budgétaire ne reflète finalement que le culturel. Ah bon, oui, mais c'est pas important les masques. On sait. D'abord, vous comprenez, il fallait qu'on paye pour s'en débarrasser. Donc, s'il fallait payer pour s'en débarrasser, pourquoi on irait en racheter? Franchement, je vous pose la question. Hein. C'était ça le débat en 2011. Hein. C'était ah bah oui, mais il faut qu'on nous demande de payer pour s'en débarrasser, on peut pas les jeter comme ça à la poubelle. Donc ah bah oui, parce que il fallait les incinérer, ça coûtait de l'argent, etc. Il fallait les transporter. Bon, c'était compliqué quoi. Donc voilà. Bon, donc tout ça c'est culturel. Les grands risques, les grandes menaces, ça peut pas exister, donc on fait pas. Et c'est ça qu'il faudra changer parce qu'il y a bien d'autres scénarios dans lesquels je peux vous dire où on n'est pas prêt. Je vous ai affiché là les 10 scénarios noirs. Il y a beaucoup où on n'est pas du tout prêt. Non, non, mais pour répondre à François, oui, oui, ça fait partie dans le SWOT que j'ai indiqué d'un risque non négligeable. C'est pour ça qu'on joue beaucoup sur cette gestion de crise publique et c'est pour ça qu'il faut à la fois critiquer pour faire évoluer le système, mais il faut aussi reconnaître les choses qui marchent et qui sont bien. Bon, certes, on n'a pas de masse, certes, on n'a pas de tests, on va pas dans les quantités qu'un pays comme le nôtre devrait avoir, mais on a des médecins qui ont été absolument extraordinaires, on a des systèmes hospitaliers qui sont adaptés à une vitesse grand V que d'autres pays ne feraient pas, on a des choses très positives, hein, donc de ce côté-là, mais ça n'empêche que c'est pas ça qui doit toujours sauver une extrémiste, quoi. On doit faire mieux que ça, quoi. Alors, la gestion de crise à l'anglo-saxonne n'est pas forcément meilleure, mais elle est différente. Je m'explique. Le système de gestion de crise français, les cellules de crise, quand vous êtes en France, c'est globalement opération, décision, communication, anticipation. Et avec ça, vous devez tout faire. Alors, ah, vous êtes où là dans la cellule d'opération? Alors, je suis en lien avec tel ministère ou telle chaîne hiérarchique, territoriale, etc. Bon, je ramène le truc. Il y a un point qui est fait à l'opération, on passe à décision, qui dit bon bah voilà, nous on va arbitrer par rapport au plan, voilà comment ça se passe, on va prendre cette mesure, cette mesure, cette mesure. Faites-moi une synthèse et tout. La communication prépare les éléments de langage et l'anticipation réfléchit à ce qu'il faudrait faire une fois que ces mesures seront prêtes. C'est du très court-termiste et du petit bras. Excusez-moi, mais ça va pour gérer un ou deux attentats en direct. Mais quand vous devez gérer 100 000 personnes, 200 000 personnes, tout le pays en entier, ça marche pas. La seule chose qui marche, ce sont des états-majors tipotants, avec beaucoup de monde, et qui sont capables d'organiser un système de battle day, comme on dit, vraiment efficace. Les Américains ont ça. Les Américains ont ça parce qu'ils ont écrit. Ils ont le National Response Framework, ils ont l'Incident Command System, ils ont tout écrit et ils ont formé tout le monde. Donc tout le monde parle le même langage, parce qu'en France c'est pas le cas. Hein. Dites impliquer un pompier, il va vous dire ah bah oui c'est quelqu'un qui était sur les lieux et qui a pas été touché, mais vous dites impliquer un policier, vous dire ah mais c'est un mise en cause là, lui il est impliqué dans l'affaire donc je vais l'arrêter. Donc et je peux vous donner, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, il y a 30 trucs comme ça, il n'y a pas de culture partagée. Les gens ne parlent pas le même langage. Donc, si vous voulez, tant que vous êtes en gestion de crise et que vous ne partagez pas le même langage, c'est déjà très compliqué. Donc, les Américains savent faire ça, parce qu'ils ont développé ça à une échelle depuis le 2001 qui est impressionnante. Bon, pour vous donner une idée, comme je disais, je sais pas moi, la gestion de crise d'une ville comme Houston, c'est 10 fois la sécurité civile française en termes de sièges, d'organisation, d'outils et tout. J'étais l'année dernière visiter de la Californie, enfin, ça n'a rien à voir. Alors on me dirait la Californie c'est la taille de la France, mais c'est 10 fois la France quoi. Le centre opérationnel de Californie c'est 10 fois Beauvau. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la même échelle. Donc il y a un problème, si vous voulez, d'échelle, de méthode, d'organisation, de formation, de professionnalisation. Incontestablement, il y a un problème de méthode, et là, on peut s'inspirer des anglo-saxons. Alors, le modèle allemand, c'est un modèle qui est basé sur l'argent. C'est-à-dire que c'est pas vous, assureur ou réassureur que je vais l'apprendre, mais vous savez que les pompiers allemands ont été très très longtemps financés par l'assurance, et maintenant les collectivités qui payent se sont basées sur ces montants-là. Et donc le système de sécurité civile et de sécurité globale allemand est très riche. Il est extrêmement riche. Donc les Allemands, ils compensent
une organisation qui n'est pas fédérale ou très peu fédérale, qui est très Länder. Et là, ils sont pas forcément faramineux dans le fédéral, mais dans le Länder, ils sont très bons parce qu'ils ont énormément de moyens de terrain. Bah, vous avez vu le nombre de lits de réanimation. Je vous parle pas du nombre d'hélicoptères. Pour tous les hôpitaux ont 2-3 hélicoptères. Enfin, c'est énorme. Et les sapeurs-pompiers, le budget allemand est quasiment 2 fois le budget français. Quand vous prenez la totalité des Länder et que vous ramenez ça à la population, le budget des sapeurs-pompiers, il est pas 2 fois, mais pas loin. Il doit être un 7, donc c'est considérable. Donc, si vous voulez, les Allemands, ils s'en sortent bien parce qu'ils mettent énormément d'argent sur la réponse du quotidien. Et donc, ils ont énormément de ressources dans ce domaine. Donc, bien. Eh ben, c'est bien le sujet. Aujourd'hui, en fait, on utilise des tests virologiques et on détecte le malade quand il est là. Donc, il est intéressant de détecter que les malades. De ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec la doctrine d'État. Alors, pourquoi on ne détecte pas en sérologique alors que des tests rapides sérologiques existent et qui sont pas chers et qui peuvent être mis en place par n'importe quelle entreprise très rapidement avec une simple infirmière et encore, si on veut le faire soi-même, on peut le faire. Hein, donc, c'est pas très compliqué. Et ces tests-là, ça vaut 8 €. Bah, c'est parce qu'on n'en a pas. Et donc, la doctrine, c'est comme on n'en a pas, c'est comme le masque, c'est pas bon. En fait, c'est très bon parce que ça permet aux gens, d'être assurés. Certes, il y a une fenêtre de 7 jours dans laquelle, tant que les anticorps ne sont pas produits, on ne peut pas détecter via le test sanguin. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre que la personne ait développé des symptômes ou en tout cas une réaction d'anticorps. En général, c'est au moment ou juste après les symptômes. Donc, ça permet quand même une qualification très très vite et probablement plus simple. Et ce qui n'évite pas d'ailleurs, si le test est positif en sérologique, d'aller faire un test virologique. Mais ça permet surtout de savoir que quand vous pouvez tester à très grande échelle, pour pas cher, toute une population, et de détecter les gens qui ont déjà des débuts de symptômes de maladie ou qui ont eu la maladie et qui sont immunes, en tout cas pour un certain temps. Donc, tout ça, le test sérologique à 8 €, il le fait. Et donc, bon, le problème, c'est qu'on n'en a pas en France, puisque la fabrication française, globalement, c'est 500 000 par semaine, 600 000 par semaine, quand la fabrication hollandaise, c'est 5 millions, et que la fabrication allemande, c'est un peu plus de 6 ou 7 millions. Donc, vous voyez que, voilà. Et donc, on a du mal à adapter ces concepts-là. Après, il faut aller les acheter. Moi, je connais des entreprises françaises qui, en ce moment, en achètent aux Pays-Bas, parce que ceux qui ont fait l'achat des tests chinois, le Royaume-Uni et l'Espagne sont sortis un petit peu bredouilles avec quelques centaines de milliers de tests qui valaient pas un copec. Et effectivement, il faut faire très attention aux tests chinois. Par contre, il y a les bons tests européens qui ont toutes les qualifications qui existent et qui marchent très bien, notamment chez les Hollandais. Donc voilà. Et il y a encore des petites fenêtres de production, mais plus beaucoup. Voilà, mais il y en a quand même. Bon, c'est la carotte et le bâton. Il est sûr qu'un système très autoritaire aura plus de facilité pour contraindre. Ça, c'est évident que dans un système démocratique. Est-ce qu'il gère mieux pour autant? J'en sais rien. Parce que les ressentiments, bon, c'est la capacité, la lourdeur bureaucratique, on voit que c'est pas non plus des atouts dans la crise. Donc je dirais pas qu'il gère mieux la crise, il gère mieux la contrainte. Merci de m'avoir suivi. J'espère que la présentation que je vous ai faite vous a intéressé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi en direct. Ou j'ai aussi écrit quelques petits articles sur LinkedIn. Il y en a d'autres qui vont paraître là dans les jours qui viennent. Donc, si ça vous intéresse, sur mon compte LinkedIn, vous trouverez un certain nombre de compléments. Et puis, je laisserai donc cette présentation sans problème pour que vous puissiez en avoir une copie en PDF. Donc, j'enverrai ça à Florence. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci pour vos merci. Et puis, je quitte donc et je vous souhaite une très bonne soirée à tous.